Bonjour, dans cette seconde vidéo sur les systèmes logiques et numériques, nous allons nous intéresser aux systèmes à événements discrets et aux outils de description permettant de les décrire. Un système à événements discrets est un système logique séquentiel et donc qui est capable de mémoriser de l'information. L'information mémorisée est l'état du système. Donc de manière théorique, on va développer un petit peu le fonctionnement. L'état du système, on va le représenter par un vecteur d'état booléen comportant toutes les variables logiques internes. Donc un système de manière classique comporte des entrées logiques, des sorties logiques et puis un vecteur d'état. Un système à événements discrets, donc séquentiel. La sortie dépend de l'entrée et de l'état du système, c'est-à-dire des entrées aux états précédents. La sortie est donc fonction de l'entrée et du vecteur d'état, autrement dit de l'entrée et du vecteur d'état correspondant aux états antérieurs. Voilà pour l'écrire de manière un petit peu théorique, mathématique. L'idée vraiment c'est qu'on a besoin de mémoire et de mémoriser l'information. L'étape de vérité ne permet donc plus de traduire l'évolution des sorties en fonction des entrées. On s'en est rendu compte lors de la première fois qu'on a rencontré un système logique séquentiel. Deux lignes avec les mêmes entrées comportent des sorties différentes. Le système n'est plus logique combinatoire. On utilise donc des chronogrammes, ou autrement appelés diagrammes de Gantt, pour représenter l'évolution des entrées-sorties et des possibilités en fonction de l'évolution temporelle et donc de la mémorisation des entrées-sorties. Exemple ici, on se rend compte par exemple, dans le cas où les trois entrées sont à 0, ici, les deux sorties sont à 0. Mais une fois qu'on a appuyé sur 2 et qu'on l'a relâché, on a ici aussi un cas où les trois entrées sont à 0 et S1 est à 1, S2 à 0. On a donc ici un ensemble d'entrées qui est les mêmes et des sorties qui sont différentes de cet état-là. Le système est donc séquentiel. Donc ceci, les chronogrammes représentent l'évolution chronologique des entrées-sorties avec des changements d'état qui sont supposés instantanés et simultanés. C'est une hypothèse forte de ce modèle. Une autre hypothèse qui est faite, c'est que deux entrées non corrélées ne peuvent changer d'état simultanément. On scinde donc les changements. Donc on utilise les diagrammes de Gantt et chronogrammes, et les diagrammes système-L comportementaux permettent de décrire ce qui se passe, le diagramme de séquence, le diagramme d'état, le diagramme d'activité. On va maintenant détailler sur l'exemple fil rouge le robot Darwin OP du laboratoire. On va détailler la description de chacun de ces diagrammes. Le diagramme de séquence comporte des lignes de vie correspondant à des sous-systèmes ou des éléments extérieurs, et indique l'interaction, les échanges qui sont effectués entre ces différents acteurs ou interacteurs. On peut bien évidemment commencer à représenter des algorithmes en utilisant les fonctions boucle et puis des actions en parallèle, des actions alternatives avec certaines conditions. Donc ici on a le diagramme du robot Darwin pour jouer au football. Et donc qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il est allé en position prête à marcher? En boucle jusqu'à la fin du match, on va faire deux choses en parallèle. Lorsqu'une balle rentre dans le champ de vision, le robot va localiser la balle et orienter la tête vers la balle. Donc ça, ce sont des messages réflexifs qui vont appeler des comportements internes au robot Darwin. Et en même temps, sans condition, en parallèle de ça, en alternative, si la balle est localisée et que la distance est plus grande que 3 cm, il va se mettre à marcher. Si la balle est localisée et proche, moins de 3 cm, il stoppe et shoot. Et sinon, ça veut dire que la balle est hors du champ de vision, et donc il s'arrête. Voilà comment décrire le fonctionnement du robot Darwin OP dans le mode de fonctionnement joué au football, avec un diagramme de séquence. Le diagramme d'état, un diagramme d'état comporte donc un état initial, cercle plein en noir, et un état final, cercle cible, comporte dans des rectangles des états correspondant au mode de fonctionnement ici,
Des états sont les parties stables de la partie commande. Et puis des transitions, donc ce sont les diagrammes d'état-transition, orientés avec des flèches, sur lesquels on va avoir des conditions liées à l'apparition d'événements. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand on met le Darwin en marche, il est en mode de test à la mise sous tension. S'il est KO, il est en mode maintenance et du coup, il faut l'éteindre. S'il est bon, on a un mode nominal de base de fonctionnement. S'il y a un défaut, mode défaillance. S'il y a un défaut mineur, mode dégradé, il peut encore fonctionner. Et puis ensuite, quand on l'arrête, on arrête le fonctionnement du système. Notez que ce type de diagramme d'état correspond à bon nombre de systèmes logiques actuels. Un véhicule automobile comporte le moteur, enfin la motorisation et la gestion de la motorisation et de la carburation comporte des modes de fonctionnement dégradés pour lesquels on diminue la puissance pour éviter d'abîmer certains constituants dans le cas où il y a un problème qui est détecté. Ici, le diagramme d'état de la recherche de balles. Lorsqu'on démarre, on est en état initial. Si la balle n'est pas localisée, le robot entre dans l'état s'asseoir et il effectue l'action de sit down, s'asseoir. Lorsqu'il est assis, c'est-à-dire finalement à la fin de l'action associée à cet état, Darwin est assis, donc l'événement Darwin assis est réalisé, on franchit cette transition. Il est donc dans l'état position assise et on va lui lancer la fonction de localisation de balle. Lorsque la balle est localisée, on peut franchir cette transition et donc aller dans l'état se lever pour lequel on va lui demander le stand-up. On va lancer le programme stand-up pour se lever. Lorsque Darwin est debout, cette transition va être franchie puisque l'événement arrive, Darwin debout. Il va entrer dans la position debout et il va effectuer la fonction localiser la balle et suivre des yeux. Et ainsi de suite. Voilà comment on évolue entre les positions assises, debout, s'asseoir et se lever, qui sont les 4 états fondamentaux qui sont ici identifiés dans le mode de fonctionnement de recherche de balle. Et enfin, le troisième type de diagramme qui peut représenter un fonctionnement comportemental, qui est un diagramme à la limite du programme. Donc on s'apesantira pas trop dessus, mais néanmoins on en parle. C'est le diagramme d'activité pour lequel on va détailler des colonnes correspondant à différentes parties ou sous-systèmes qui sont intéressants. Ça peut être donc ici le microcontrôleur, ça peut être aussi simplement un programme walking, un programme ici main. Et donc on va ici détailler le séquencement des différentes activités effectuées, l'ordre dans lequel c'est effectué, et puis dans chacun des systèmes, sous-systèmes ou programmes, sous-programmes. On n'entrera pas ici dans le détail, je vous laisserai lire ça au repos chez vous à partir de la documentation du cours. L'idée est vraiment qu'on détaille les activités, donc on va un petit peu plus dans le détail que dans les diagrammes d'état précédents sur Darwin où on s'intéressait de manière un peu plus avec du recul, un peu plus macroscopiquement aux états pris par des systèmes a priori un petit peu plus gros. On va donc maintenant dans cette partie numéro 5, outils, modélisation et description, on va détailler un petit peu plus de fond en comble chacun de ces diagrammes qu'il faut savoir interpréter et lire. Et donc je vais ici commenter des guides de lecture des diagrammes comportementaux que je vous ai proposés, que je vous ai récapitulés dans le poli de cours. Concernant le diagramme de séquence décrit un scénario d'un cas d'utilisation. Il répond donc à la question « Comment est réalisé ce cas d'utilisation ?» Ce diagramme de séquence représente les différentes interactions du système ou de sous-système avec éventuellement différents acteurs, système ou sous-système, au moyen de messages dans le contexte d'un scénario donné. Donc on est associé à un cas d'utilisation. Vous savez qu'un système peut comporter bien évidemment plusieurs cas d'utilisation qui chacun vont être décrits par un diagramme de cas d'utilisation systémique. On ne montre donc que l'enchaînement séquentiel des différentes interactions qui s'effectue dans un ordre chronologique de haut en bas par des messages qui appellent un comportement chez le destinataire, sans détailler les comportements individuels des composants du système. Donc on ne va pas détailler ce qui se passe à l'intérieur de chacun des constituants, ce qui serait détaillé ensuite bien plus pertinemment dans les diagrammes d'état ou d'activité.
Et donc, je vous ai mis ici donc le petit document que je vous ai fourni, détaillant avec des notes un petit peu tout ce qu'on peut recenser. Donc on a ici les instances, les lignes de vie, ici un message synchrone, une réponse, un message asynchrone, c'est-à-dire qui n'attend pas de réponse, un message réflexif, un branchement conditionnel avec une alternative et des conditions, une boucle, loop, une exécution en parallèle simultanée de ce qui se passe dans deux zones parallèles, et puis éventuellement avec ref, l'appel d'une autre interaction. Donc ce guide de lecture, comme tous les autres qui vont suivre, eh bien, gardez-les sous le coude si un jour vous avez un diagramme d'état un petit peu complexe à lire, sachant que en voir quelques-uns en TD, en cours, en TP, vous serez largement à même de lire les diagrammes d'état qui seront simples, les diagrammes ici de séquences qui seront simples le jour de concours. Et puis, je vous ai récapitulé ici le diagramme démarré avec interface du robot Darwin. On a donc les lignes de vie, des messages, messages réflexifs, et ainsi de suite. Le diagramme d'état. Le diagramme d'état décrit les différents états pris par un bloc. Un bloc, je le rappelle, c'est un composant d'un BDD, en fonction des événements qui lui arrivent. Donc on va rentrer déjà un petit peu plus à l'intérieur d'un système, d'un sous-système, pour détailler ce qui s'y passe. Dans le diagramme de séquence, on a détaillé les échanges, et là on va détailler les états, donc associés à ce que va faire un bloc dans un cas donné. Qu'est-ce que c'est qu'un état? C'est important de noter qu'un état est une situation d'une durée finie dans laquelle un système ou sous-système exécute une activité, c'est-à-dire une ou plusieurs actions, satisfait éventuellement à une ou certaines conditions, ou est en attente d'un événement. Donc un état, c'est un état stable, de durée finie du système qu'on étudie. Le passage d'un état à un autre se fait en franchissant une transition. Donc on est sur un diagramme d'état, ou autrement appelé des fois diagramme d'état-transition. Transition qui est activée par une condition logique ou un événement. Les transitions sont franchies lorsque un événement déclencheur se produit, l'événement est noté en premier, éventuellement lorsqu'une condition de garde est vraie, la condition logique est indiquée entre crochets, cette condition est évaluée à l'arrivée de l'événement, à l'arrivée logique de l'événement. Si la condition logique est remplie, on peut passer. Et éventuellement, on peut aussi rajouter de manière optionnelle une action, donc slash action, une action qui va être déclenchée lors de la transition, lors du franchissement de la transition. Autrement dit, donc une transition, à la base, il faut qu'il y ait un événement, qui est un événement logique, qui, lorsqu'il va arriver, va permettre le franchissement de la transition, et optionnellement, une condition qui permettra d'être franchie ou pas, c'est-à-dire lorsque l'événement arrive, et éventuellement aussi, de manière optionnelle, une action déclenchée au franchissement. On a aussi possibilité d'avoir des états composés, comme on va le voir sur ce guide de lecture. Donc sur ce guide de lecture, j'ai indiqué beaucoup de choses. J'ai indiqué un petit peu tout ce sur quoi on peut tomber, avec aussi des questions d'historique, qui sont vraiment des choses a priori que vous ne rencontrerez probablement pas, mais au moins là vous avez un petit peu tout pour pouvoir vous débrouiller, et éventuellement, lorsque vous serez ingénieur et que vous tomberez sur un diagramme d'état un peu complexe, peut-être que cette grille de lecture vous permettra d'éviter d'aller chercher dans la bibliographie et dans la norme, et de gagner du temps plutôt qu'aller relire toute la norme. Donc on a un état initial, un état final, des états, des transitions. Ici on a un événement, une condition logique et un effet. Effet est effectué au franchissement de la transition. Conditieux est la condition logique associée à l'événement. Lorsque l'événement arrive, si la condition est réalisée, la transition est franchie et on lance l'action associée à l'effet. Notez que lorsqu'on est dans un état, on a une action qui peut être lancée à l'entrée, qui finalement est l'équivalente de l'action ici effectuée au franchissement de la transition. On a une activité qui peut être effectuée tout au long de l'état. Donc on distingue action et activité. Activité à plus long terme qu'une action qui est lancée et brève. Une activité va être effectuée tout le temps qu'on est dans l'état. Et éventuellement on peut lancer aussi une action à la sortie. Donc l'action à la sortie correspondrait à la même chose que
serait équivalente à mettre une action de ce type-là sur le franchissement de cette transition. Comme type d'événement, on peut mettre des when, on peut mettre des at, on peut mettre des after, et ainsi de suite. Ici, on a un état composite, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle deux régions orthogonales séparées par des pointillés. Et du coup, quand on rentre dans cet état, eh bien, on a un état actif dans chacune des zones. Et chaque zone évolue à son rythme. Quand la transition ici est franchie, on désactive chacune des deux zones. Les petites lunettes ici indiquent qu'on a un état composite, et du coup, il est décrit ailleurs. Ce qui se passe à l'intérieur est décrit ailleurs. Voilà. Ça permettra donc de déchiffrer un peu toute syntaxe sur laquelle vous pouvez tomber, de la même manière que précédemment, ce diagramme d'état, ce guide de lecture de diagramme d'état est exhaustif, sûrement trop exhaustif par rapport à ce que vous aurez à lire dans le cadre des concours. Je rappelle ici le diagramme d'état du ball tracking du robot Darwin, qui du coup peut-être continue à prendre un peu plus de sens maintenant qu'on détaille tout ça. Et enfin, le diagramme d'activité, qui est donc, je rappelle, limite non explicitement au programme, mais qui est quand même intéressant parce qu'il a un aspect un petit peu complémentaire et différent du diagramme d'état. Il décrit donc l'enchaînement des actions. Les actions sont associées à des transformations de flux, donc matière, énergie, information, pour une activité du système. Il décrit du coup les flux transformés par ces actions, l'ordre et les conditions d'exécution de ces actions, donc ceci rejoint un petit peu ce qu'il y a dans un diagramme d'état, mais dans un diagramme d'état, on ne s'intéresse pas du tout aux flux et aux actions. Donc là, on est encore un petit peu plus précisément, encore à échelle éventuellement un peu plus fine ou un peu plus petite. Et suivant les systèmes, les échanges, un diagramme d'état ou un diagramme d'activité sera plus dédié à la transmission d'une information qu'on veut faire passer. Il permet de représenter le déroulement d'un processus sous la forme d'une activité correspondant à une décomposition séquentielle d'actions qu'on peut aussi appeler des tâches. Il est donc utile pour détailler ce qu'il se passe dans un état d'un diagramme d'état. On rentre de plus en plus à une échelle fine, comme je l'ai dit précédemment. Dans sa forme la plus restreinte, ce diagramme représente un algorithme et donc un outil adéquat pour représenter les algorithmes. Contrairement au diagramme d'état, il n'est pas forcément rattaché à un seul bloc de l'IBD, mais peut faire apparaître plusieurs blocs, plusieurs constituants ou plusieurs sous-éléments d'un bloc. Voici la grille de lecture qui est largement exhaustive puisqu'on est limite programme, mais qui vous permettra, si vous avez un diagramme d'état, d'arriver à lire une syntaxe que vous n'interpréteriez pas. On a ici l'aspect fondamental d'un diagramme d'état, donc le traitement d'un flux d'objets, entrée, sortie, associé à une action. On a toujours un nœud initial, un nœud final, ce ne sont plus des états. Et puis, on peut avoir du coup des décisions, des points de mélange, des bifurcations, des jonctions, associés donc à des flux qui permettent de bien représenter les algorithmes. On peut bien évidemment indiquer des conditions sur les passages d'une action à l'autre. Et puis, il peut aussi y avoir... là, on a un flux d'objets, et en cas de flux d'informations, ici, vous voyez, on a un petit bloc qui permet d'indiquer qu'on a un signal, l'attente d'un signal, ou ici, un signal qui est envoyé. Donc, on gère les flux en plus des actions. Ces diagrammes permettent de représenter des structures algorithmiques. Donc, on fait un lien ici donc, avec la programmation des systèmes logiques embarqués et donc du coup l'aspect limite logique informatique. Un algorithme est une représentation graphique d'un algorithme, vous le savez. Un algorithme étant un enchaînement d'opérations et décisions d'un système ou d'un programme. On va rappeler qu'il y a deux grandes structures algorithmiques, les structures alternatives, les structures itératives. Une structure alternative a
structure-là, ici détaillée dans un diagramme d'état, on aurait pu le détailler dans un diagramme d'activité. Si la condition est vraie, on va dans cet état, sinon on va dans un autre état. On a donc une alternative entre un cas et un autre, avant ensuite de passer à autre chose ou la fin de ces actions. On peut donc, grâce à ça, effectuer un saut d'état, une alternative ou un saut. Structure itérative, l'idée c'est de créer des boucles. Donc là on a une structure itérative en tant que, donc tant que la condition 1 n'est pas réalisée, else, on va boucler dans l'état et on va faire un certain nombre de fois, on va revenir un certain nombre de fois dans l'état. Ici, on a une structure, tant que la condition est vraie, on boucle dans cet état, et si la condition n'est plus réalisée, on en sort. Et puis, ces structures itératives sont très adaptées quand on a des compteurs à utiliser. Donc, vous voyez, donc là je démarre, j'incrémente un compteur. Si le compteur est inférieur à la valeur maxi, on fait l'activité à faire, on incrémente le compteur et ainsi de suite. Et quand le compteur arrive à la valeur max, on arrête et on sort de ces activités à faire un certain nombre de fois. Donc voilà pour les structures itératives, très intéressantes pour détailler l'utilisation d'un compteur. Dernière partie de ce cours, détail des systèmes numériques. Et donc on va faire un point sur la numérisation qu'on rencontrera en travaux pratiques. L'implantation sur une cible numérique de la commande d'un système contrôlant l'évolution de grandeur physique nécessite une numérisation et un échantillonnage de ces grandeurs, c'est la discrétisation. Donc la numérisation, c'est qu'on va définir le signal de sortie sur des valeurs discrètes et finies, numérisées. Et un échantillonnage, c'est que les valeurs d'entrée et de sortie vont être évaluées à certains intervalles de temps, à certains tops d'horloge système. Le temps est donc aussi discrétisé, haché, découpé. De plus, les éventuelles équations différentielles d'un modèle sont donc discrétisées en temps et en valeur. Discrétisation en temps, équation aux différences, et en valeur, les paramètres sont quantifiés. Donc ces éléments de numérisation et de résolution d'équations différentielles numériques, vous les avez étudiés, vous les étudiez en informatique avec par exemple les méthodes de Newton pour résoudre des équations différentielles. Et donc associé à tout ça, on a différentes solutions technologiques actuelles que vous avez à connaître. Et donc on va détailler ces quelques solutions technologiques permettant d'implémenter des systèmes numériques. Les réseaux logiques programmables, FPGA, font le lien avec la logique combinatoire et correspondent à un réseau de cellules logiques à interconnexion programmable. On a donc sur un circuit imprimé un certain nombre de cellules logiques et qui vont être connectées grâce à des programmations. On a des interconnecteurs programmables qui vont relier des cellules logiques les unes ou les autres suivant les fonctionnalités attendues. Ce qui donne, quand on les regarde, ce qui donne donc, là on voit donc une image d'un câblage interne d'un FPGA pour un traitement vidéo. Donc on voit les cellules logiques qui sont reliées, certaines sont reliées et d'autres pas. L'intérêt, c'est qu'on a une exécution parallèle, donc très rapide, qu'on a de multiples possibilités de programmation avec un même objet physique, puisqu'il s'agit juste de reprogrammer les interconnecteurs, et que c'est adaptable aux périphériques analogiques. Les microcontrôleurs, extrêmement développés, répandus, c'est une structure logique organisée pour traiter l'information séquentiellement, équivalent à une carte mère complète d'ordinateur, et permettant d'avoir de nombreux périphériques matériels, puisque tout est véhiculé sur un bus de données. Les informations du microprocesseur, de la RAM, de la ROM sont véhiculées par un bus de données, de même que la gestion des entrées-sorties et périphériques analogiques. C'est
donc adapté, par exemple, si on regarde sur le robot Darwin, le bus de données c'est le TTL, et puis on a 2 microcontrôleurs qui changent des informations avec les servomoteurs et les capteurs. Un microcontrôleur, exemple les Raspberry Pi, les cartes Arduino sur lesquelles on fait quelques travaux pratiques. Par exemple l'Arduino Uno, basique, est tout de même un contrôleur assez avancé, 8 bits à 16 MHz, on est sur du 0,5 volts. Il y a des broches d'entrée-sortie digitales, des entrées analogiques un peu moins, 6, des entrées PWM permettant de piloter des moteurs, Pulsation Wide Memory Modulation, des mémoires ROM, des EPROM, et puis des communications série avec de l'USB. Sur le robot Darwin OP, on a donc la carte contrôleur secondaire qui est un microcontrôleur, c'est celle qui gère les capteurs et les actionneurs. On l'a dit en entrée du cours, donc on a une unité de traitement, un gyromètre, un accéléromètre, les 20 servomoteurs qui sont reliés, tout ça, par le microcontrôleur, par l'intermédiaire du bus TTL qu'on étudie, qu'on a étudié ou qu'on va étudier dans un travaux pratique. Et puis, il existe aussi les processeurs de signal numérique, les DSP, qui sont des microcontrôleurs spécialisés dans certaines tâches de traitement du signal, du calcul ou de microcommande. Donc en fait, c'est un microcontrôleur dédié qui du coup va être plus rapide pour la tâche qu'on lui demande de faire. Il est certes moins généraliste, mais plus rapide. Du coup, l'idée, c'est associé aux questions d'ordinateur embarqué, d'avoir une architecture distribuée, comme c'est le cas dans le robot Darwin. Donc, dans ce cas-là, on a un microcontrôleur puissant qui permet d'installer un système opérateur qui a une connectique complète, sur lequel on peut brancher un écran ou un clavier. Et ces cartes sont en général dédiées à la commande globale du système et associées à des microcontrôleurs pour des tâches dédiées rapides. C'est ce qu'on a sur le robot Darwin, pour lequel le contrôleur principal, donc c'est un ordinateur qui gère le fonctionnement global, sur lequel il y a un Linux, sur lequel on peut se connecter avec un écran et un clavier, qui optimise les ressources des systèmes embarqués et qui est associé avec le microcontrôleur qu'on a détaillé précédemment, qui lui gère les servomoteurs et les capteurs. On a donc une architecture d'ordinateur embarqué sur le robot Darwin. Comme dans tout système embarqué, les systèmes embarqués se répandent de plus en plus. On a bien évidemment des systèmes embarqués dans les engins volants comme les avions. On a des systèmes embarqués dans des drones, les mini-drones. Et ils suivent cette même architecture. Une carte ordinateur et une ou des cartes dédiées aux tâches à effectuer. L'intérêt, c'est qu'on a des cartes dédiées, une carte ordinateur et des cartes dédiées qui permettent aussi d'optimiser les coûts de développement de la société. Pour terminer, je vous ai mis ici un petit concernant la programmation des fonctions logiques, je vous ai mis un petit comparatif du langage C, du langage Python et du langage Scilab. En informatique, vous travaillez beaucoup en langage Python. L'Arduino est codé en C, donc c'est bien aussi d'avoir les fonctions de base en C. Et puis, certains peuvent aussi, à un moment donné, éventuellement en TIPE, être amenés à programmer en Scilab, qui est aussi un autre langage avec lequel vous pouvez suivre des cours d'informatique à votre niveau. Donc, je vous l'ai mis dans le poly, vous l'avez ici dans la vidéo. L'idée est de se rendre compte que de pouvoir coder les fonctions dont on a besoin. Ceci clôt le cours sur les systèmes logiques et numériques.